Vas-y, Ok. nickel. Ok. Bonjour, je suis en interview avec Bertrand Millet. Salut Bertrand. Salut, comment vas-tu, Philippe? Ça va. Donc, j'ai rencontré Bertrand Millet virtuellement pour l'instant. On n'a pas encore l'occasion de se voir en physique. Bertrand est marketeur, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Marketeur Consultant marketing, oui, absolument. Consultant consultant en marketing. marketing et donc je suis abonné à sa newsletter et dans une de ses newsletters, il a publié quelque chose qui m'a un petit peu interpellé ou intrigué. Il parlait de marketing du quotidien. Et du coup, il proposait de faire des interviews et j'en ai profité. Et donc voilà, Bertrand est avec nous. Et alors, c'est quoi le marketing du quotidien, Bertrand? Et en quoi? Et quel rapport avec le dev perso, avec créer ma réalité? C'est intéressant. C'est effectivement le marketing du quotidien, ça part du principe que toute interaction humaine est marketing. Alors, effectivement, selon le contexte dans lequel on va la regarder, on l'appellera peut-être différemment. Parfois, on l'appellera juste stratégie, parfois, on l'appellera juste être malin. Mais qu'en gros, à partir du moment où on considère qu'en tant qu'être humain, on a une intention dans notre interaction, que ce soit celle de paraître sympa, celle de ne pas vexer, celle de faire passer son idée, et bien à partir de ce moment-là, je vais considérer en tout cas avec les yeux forcément qui sont mes yeux de consultant marketing, que tout cela est teinté en fait de marketing. Et donc le postulat qui est derrière, c'est que celui ou celle qui connaît, qui maîtrise les outils du marketing, les stratégies marketing, eh bien forcément va se retrouver avec dans ses mains un espèce de passe-partout qui va lui permettre d'ouvrir un peu toutes les portes auxquelles il veut accéder. Et c'est là où on commence à parler de créer sa propre réalité, puisque ça va être tout simplement un outil particulièrement efficace pour pouvoir accéder à ce qu'on veut, avec finalement mieux équipé que la plupart d'autres personnes. Ok, génial. Alors, pour les auditeurs de créer ma réalité, donc aujourd'hui, on va parler de un outil et quatre stratégies pour pour donner une nouvelle dimension financière à sa vie. C'est ça, hein? Absolument, Voilà. absolument. Écoute, Euh, on va dire que l'outil que je pourrais donner, c'est un outil que j'utilise énormément, que je fais énormément utiliser à mes clients. Alors, il est un peu hors du marketing, un petit peu hors du marketing, cet outil. Il me vient plutôt d'une période où je faisais vraiment de l'accompagnement au développement de business. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas toujours la différence et je ne vais pas assommer les gens qui regardent ça parce que ce n'est pas du tout le propos de ta chaîne. Mais disons que l'idée, qu'on soit par exemple dans de la gestion financière personnelle ou entrepreneuriale, on s'en fiche, c'est d'être capable de savoir quelle est sa limite haute. Et la limite haute, c'est vraiment un exercice que j'ai envie de donner à tout le monde à faire parce que la plupart des gens, souvent, ils abordent la question financière par la limite basse. En gros, de combien tu as besoin au minimum pour vivre, qui est une question louable, effectivement. Mais moi, j'ai toujours préféré l'aborder dans l'autre sens, qui est de combien tu as besoin au maximum pour vivre. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas répondre à cette question et beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de réponse à cette question, voire même que la réponse, c'est l'infini, il n'y a pas de limite. Or, si, il y a une limite. Et l'idée, c'est de se demander aujourd'hui si tu dois vivre la vie la plus incroyable que tu tiennes à vivre, la vie la plus adaptée, la plus sur mesure, peu importe comment tu l'appelles, combien est-ce qu'elle coûterait au maximum? Et il y a deux problèmes à ne pas faire cet exercice. Le premier, c'est que si tu ne le fais pas, numéro un, tu peux penser que c'est impossible parce qu'il n'y a pas de chiffre. Et donc, tu peux avoir l'impression que ça coûterait, j'en sais rien, des milliards d'euros ou des millions d'euros. Et à l'intérieur de toi, il y a parfois une espèce de plafond de verre qui est en place. Et là, tu vas te dire, des millions, laisse tomber, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas taillé pour ça, je ne le ferai pas. Et donc, tu ne te mets jamais à la recherche, à la construction de cette vie, on va dire, sur mesure. L'autre écueil, c'est que tu peux te retrouver dans l'inverse en te disant je ne calcule pas le maximum et par contre je me mets au travail, je bâtis, je bâtis, je bâtis, mais en fait comme je n'ai pas de limite supérieure, je passe mon temps non pas à vivre la vie que je veux avoir, mais à gagner l'argent que je ne sais pas trop pourquoi, sans fin, sans limite, que je crois qu'il me faut pour vivre cette vie. et du Et coup, ce je qui suis fait qu'en jamais fait, satisfait. jamais satisfait, je n'en profite jamais. Et surtout, ça n'a pas de fin.
Et Hmm. donc, la limite haute, c'est, je le répète, quelle est la somme maximum dont tu as besoin pour vivre ta vie sur mesure, la vie que tu veux. Et c'est pas un exercice qui est si facile à faire, c'est un exercice que j'ai mis longtemps à élaborer pour qu'il soit vraiment efficace. Et donc, la première chose, j'ai envie de partager cet exercice, de voir comment est-ce qu'il se fait, parce que sinon, on va voir qu'il y a des pièges dans lesquels on tombe assez facilement en le faisant. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, imagine que, allez, on est bientôt le 1er janvier. Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, tu as l'occasion, la possibilité de vivre la vie que tu veux pendant un an. Et déjà, on voit que je fais quelque chose. C'est pas la vie que tu veux jusqu'à la fin de tes jours. C'est, je le cadre dans une période de temps finie. Un Hmm. an. Tu as un an pour vivre la vie, mais vraiment, c'est l'année incroyable. Et pourquoi est-ce que je fais cet exercice dans un an? Parce qu'avant, je ne le faisais pas. Mais je me suis rendu compte que quand on ne fait pas ça, les gens, leur vie idéale, en fait, ils empilent 10 ans dans un an. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent, dans la même année, euh, bosser 3 heures par jour, mais partir 6 mois à tel endroit. Mais en plus de ça, ils veulent visiter ça tous les jours, pouvoir vivre dans leur maison 8 mois dans l'année. Et d'un seul coup, on se regarde quand on empile tout, que ça, en fait, c'est pas que la vie, elle coûte trop cher, c'est que juste, ils ont mis 12 ans dans un an. Hmm. Donc, le fait de faire l'exercice sur une seule année, déjà, ça te cadre le truc. Oui, c'est comme quand on voyage, quoi. Bah, par exemple, on n'a pas forcément envie de changer de ville chaque jour, quoi. Même si on pourrait, Exactement. je sais pas, C'est exactement ça. ou de manger 8 fois par jour parce qu'on peut. C'est ça, c'est exactement ce truc-là. Et puis, ben, quand tu es en voyage, tu peux pas prendre des cours de guitare. Par exemple, tes cours de Ouais. guitare, en tout cas, c'est pas avec ton prof, pas avec cet endroit-là. Donc, il faut en fait le mettre dans un calendrier pour juste que ce soit réaliste. Hmm. Donc, une fois qu'on a choisi ça dans un an, voilà la méthodologie que je propose. Tu vas revenir à l'échelle qui est pour moi l'échelle la plus facile à appréhender pour notre cerveau, c'est la journée. Hmm. Et tu vas te remplir simplement. Au début, on ne parle pas d'argent, on parle vraiment de temps de vie. Tu vas te remplir une journée normale, une journée type, mais qui est une journée type idéale. En te disant, si concrètement ma vie devait tous les jours ressembler à ça, je serais déjà super satisfait. Tu te la remplis. Une fois que tu as rempli ça, tu vas te demander combien dans une semaine normale, tu as envie de vivre ce type de journée, combien de fois. Et puis ensuite, tu vas te demander, ben, les jours qu'il reste, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et là, en fait, tu vas te créer un peu ta semaine basique. Donc, tu as commencé par te créer ta journée basique. Tu vas te créer ta semaine basique comme ça. Donc, ta semaine basique, elle se constitue peut-être de 4 journées basiques et de 3 journées extraordinaires. Hmm. Super. Et qu'est-ce que je fais de mes journées extraordinaires? Ensuite, tu vas l'amener au niveau du mois. Et tu vas te demander, dans un mois normal, combien de semaines basiques j'ai envie de vivre? Et puis, s'il y en a une que j'ai envie de faire différemment, bah, qu'est-ce que je fais cette troisième semaine ou cette quatrième semaine? Ouais, excellent. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais l'amener au niveau de l'année. Dans une année normale, combien de mois comme celui-là j'ai envie de vivre? Et puis, est-ce que j'ai envie de vivre des mois complètement déstructurés, à faire complètement autre chose? Et je vais les placer dans le calendrier. Une fois que j'ai fait ça, là, je vais revenir en arrière et je vais passer au chiffrage. Et je vais regarder combien, alors à chaque fois en poussant vers le haut, en me disant, et je vais aller jusqu'à quel petit déjeuner j'ai envie vraiment de manger, parce que je pense à tous ceux qui ont des enfants, ils ont envie de faire manger leurs enfants bio. Hmm. Ils ont envie de manger au resto tous les jours, mais pas n'importe lequel. Enfin bref, je vais vraiment mettre du concret. C'est-à-dire que je suis sur Google et j'ai des chiffres en tête. C'est pas des chiffres à la mort-moi la louche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des chiffres où j'ai Google devant les yeux et je prends des chiffres réels. Oui, voilà. Et en gros, ouais, vas-y, vas-y. Tu vas pas dire, bah oui, je vais manger pour 10 000 € chaque jour, quoi. Ça n'aurait pas de sens, quoi. Bah, ou alors tu me le prouves, ou alors tu me l'écris, Oui. tu me montres ce que tu vas manger pour que ça fasse 10 000 euros. Ouais. Oui, c'est Et sans donc, doute possible, mais. exactement. Par contre, le truc, c'est qu'une fois que tu as fait ça, tu vas juste prendre en compte que tu vas. On me dit souvent, mais qu'est-ce que je fais des dépenses régulières, par exemple Internet? Ben, Internet, tu vas le mettre au niveau du mois, parce que Hmm. c'est quelque chose qu'on paye mensuellement. Ouais. Donc, au niveau du jour, même si évidemment le jour, tu utilises tous les jours Internet, tu ne mets que les choses qui se payent à la journée. Hmm. Très important. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas tout simplement, par exemple, si tu décides de faire les courses une fois par semaine, eh bien, tu mets tes courses au niveau de la semaine. Tu vas continuer et donc derrière, bah, tu vas faire tes calculs comme ça. Donc, par exemple, si tu sais que ta journée basique, elle te coûte, je sais pas moi, 500 euros, bah, déjà, tu sais que dans ta semaine basique, tu as 4 fois 500 euros qui sont bons, plus tes 3 journées particulières que tu vas calculer, plus
les activités ou les choses que tu payes par semaine, donc par exemple les courses. Et ensuite, tu continues comme ça, tu évolues. Ok. Lorsque tu es au niveau de l'année, là, il y a des choses qu'il faut rajouter qu'on oublie souvent. La première, c'est par exemple tout ce qui est assurance. Assurance, on n'y pense pas assez. Ensuite, on va avoir dans les choses importantes, les choses comme si on veut acquérir une maison ou une voiture, qui sont des achats qui en fait dépassent l'année en fait. On peut pas les mettre sur une année, une maison, parce qu'en fait on la paye pas sur une année. On la paye sur 5, 6, 12, 15, 20 ans. Et là, on va plutôt mettre le coût d'un crédit, le coût correct d'un crédit, ou encore une fois, se dire, ce truc-là, je le sors du calcul. Mais dans l'idée, si je veux acquérir une maison, je me dis, au 1er janvier, je lisse un crédit et je me mets, par contre, le crédit à la hauteur que je veux par rapport à la maison que je veux. Oui, c'est comme une voiture, l'entretien, voilà, tu ne changes pas les pneus toutes les semaines. Exactement. C'est ça. Donc, on va vraiment le prendre en compte à l'échelle de temps qui est importante. Et ensuite, derrière ça, on va penser à un truc. Parce que moi, les gens me disent, ouais, mais Bertrand, parce qu'en gros, ce qu'il faut arriver, c'est arriver à un point où on se dit, si tu gagnais 1 euro de plus que la somme qui va apparaître, alors tu ne sais plus quoi faire. Et les gens me disent, non, si, je saurais toujours quoi faire d'1 euro de plus. C'est que tu n'es pas arrivé encore au bon endroit. On me dit, ouais, mais par exemple, les dons. Calcule les dons. Si tu souhaites donner une fois par mois ou une fois par semaine ou même une fois par jour, note-le dans ton activité quotidienne. Et dedans, tu rajoutes les dons, les cadeaux, vraiment, tu rajoutes tout. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, tu vas rajouter 2 choses encore qui sont importantes. L'une, ça va être les impôts et les taxes. Parce que qui dit pouvoir vivre avec ça dit qu'il faut payer des impôts en conséquence, quand même. Et ensuite, derrière, tu vas rajouter 30% de sécurité. Sur toute la somme qui est apparue, tu te rajoutes 30% pour tout ce que tu aurais oublié. Et là, je peux te dire que même si tu es ultra gourmand, mais ultra gourmand, que tu vraiment fais des choses qui te semblent excessives, mais que tu respectes bien ça, tu n'atteindras jamais une somme colossale. Le plus gros que j'ai pu voir en faisant cet exercice, c'est une année qui tournait autour des 500 000 euros. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi, j'avais fait l'exercice et au-delà de 35 000 euros par mois. Bon. Tu tournes en rond. En fait, tu remplis pour remplir au bout de 35 000 euros par mois. Voilà, et le plus gros, je te dis, moi, c'était 500 000. Et 500 000 parce que dedans, je prenais en compte des frais liés à des enfants, etc., qui peuvent faire gonfler la note assez rapidement. Mais vraiment. Et donc, faire l'exercice. Et le but, c'est pas de faire exploser la barre. Je le rappelle, parce qu'il y a des gens qui jouent à faire exploser la barre alors qu'on s'en fout. Le but, c'est vraiment d'avoir l'année qui te ferait rêver. Oui, voilà. Et après, derrière, on va repartir en arrière une dernière fois. C'est qu'une fois qu'on a ce chiffre-là à l'année, pour tous ceux qui sont en profession indépendante ou pour tous ceux qui sont entrepreneurs, on va diviser ça ensuite. C'est-à-dire qu'on a le chiffre à l'année, on va se demander déjà, par rapport au nombre de mois travaillés, combien ça me demande à gagner par mois où je travaille. Puis, je vais redescendre peut-être à la semaine, mais surtout au jour. Combien de jours je travaille dans l'année? Parce que si j'ai prévu de travailler que 100 jours dans l'année, il faut que ce chiffre d'affaires, je sois capable de le générer en 100 jours seulement. Et ensuite, le dernier truc, c'est j'aime le ramener à l'heure pour tous ceux qui sont thérapeutes, coachs, etc. Et là, tu prends une claque parce que là, tu prends des vérités mathématiques dans la tronche où tu te rends compte que facturer tes 80 balles de l'heure, ça suffit absolument pas. Pour ton train de vie, ouais, c'est clair. Et c'est un énorme recadrage en fait. C'est un recadrage qui permet réellement de se dire est-ce que je suis dans une forme de pensée magique ou est-ce que tout ça n'est qu'un fantasme que j'accepte de ne jamais vivre ou bien est-ce que je suis vraiment motivé, décidé? Dans ce cas-là, je prends les choses en main pour changer les choses dès aujourd'hui. Ok, excellent. Donc ça, c'est un premier outil dont on a besoin. C'est vraiment un premier outil dont on a besoin parce qu'il faut qu'on ait un point de mire, il faut qu'on ait un guide en tête parce que l'argent est un outil qui va permettre de construire une réalité. Et ce n'est pas un point final. Il y a des gens qui se le mettent en point final, c'est quelque chose qui est à regarder intrinsèquement, etc. Et ce n'est pas forcément une approche que je préconise. Et encore une fois, chacun va faire ce qu'il veut.
Mais quand on se met l'argent comme outil pour construire quelque chose, alors il faut que l'argent ait un sens. Si on gagne de l'argent alors que cet argent, enfin, si on cherche de l'argent, mais on ne sait pas quoi faire de cet argent, on va voir qu'en fait, l'argent arrive très rarement. Oui, L'argent ou arrive rarement. alors, voire il devient destructeur. En plus de ça. En Si plus de ça ça, il peut n'a être complètement pas déséquilibré. de sens, que tu fais juste n'importe quoi parce que tu peux. Bon. D'où l'intérêt de savoir vers quoi on veut tendre. Une fois que c'est fait, alors j'ai promis derrière des stratégies pour pouvoir Ok, augmenter ça. super. Donc, mais déjà, c'est important d'avoir cet outil et de faire ce calcul. Et ceux qui regardent la vidéo, je les invite à faire ce calcul avant de regarder la suite pour que ça ait du sens. Ok, donc mets en pause cette vidéo, inscris dans les commentaires le chiffre que tu as voulu mettre, bon, sinon tu le gardes pour toi, hein, ou tu le mets sur un carnet, et puis Ou un ordre de grandeur, même un oui, ordre de grandeur, voilà. voilà, un ordre de grandeur. Et puis avant de redonner la parole à Bertrand, pense à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et puis tu peux aller sur créermaréalité.fr, récupérer tes cadeaux, ton entrée gratuit, etc. Allez, ciao. Non, qu'est-ce que je raconte? Oh, on va pas de ciao maintenant, on a encore plein de choses à raconter, les À gars. toi, Bertrand. Restez Allez, la là. Non, première pas de ciao. stratégie. Hop, attendez, le mec allait appuyer sur pause ou sur stop. Non, non, on reste là, les copains, on a encore plein de D'habitude, je choses. suis tout seul, alors c'est moi qui décide, mais là, ça change. Là, voilà. Hop, rattrapage comme ça. Hop, Hop, ne bougez pas, finalement, à on toi. continue. Donc, donc on disait oui. Donc maintenant, on va avoir des stratégies. On va avoir des stratégies. Donc, l'idée, c'est que ces stratégies, il va falloir quand même les appliquer aux différentes réalités qu'on a. Donc, j'imagine que parmi les gens qui te regardent, on va avoir des étudiants, on va avoir des salariés, on va avoir des indépendants. Donc, je voudrais vraiment filer un peu des billes à tous ceux qui, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Ok. Et donc, ces billes, pour le coup, je voudrais vraiment les sortir d'approches marketing qui, en gros, vont pouvoir nous aider là énormément. Donc, dans une approche marketing, il faut bien comprendre que ce qu'on fait en permanence, c'est proposer, on appelle ça des offres en marketing, donc on va proposer des choses aux gens et notre but, c'est de faire en sorte que les gens puissent les accepter. Après, selon l'éthique qu'on a, soit à tout prix, soit si c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Et là, après, je laisse chacun se placer en fonction de son éthique. Personnellement, j'ai opté depuis longtemps pour au maximum de ce dont les gens ont besoin et que le à tout prix ne m'intéresse pas beaucoup. Pas que pour des raisons philanthropiques, mais aussi parce que je me rends compte que pour le développement d'un business, c'est toujours plus pérenne de chercher à faire en sorte que les gens soient satisfaits réellement et pas satisfaits facticement pendant un quart d'heure, quoi. Oui, parce que ça me fait penser à, tu sais, des fois, tu fais un achat et puis tu as acheté le truc et quelques instants après ou le lendemain, tu as l'impression de t'être fait avoir. Et bon, du coup, Exactement. tu reviens pas. Ok, le gars, c'est un super vendeur, mais ouais, mais finalement, non, parce que tu reviendras C'est tout à fait jamais. ça. Ouais. Tout à fait ça. J'ai tendance à appeler les vendeurs, en tout cas à accompagner les vendeurs à devenir ce que j'appelle des carrés d'as, c'est-à-dire donc carrés d'as comme 4A, accompagnateur authentique d'achat avisé. Mmh. Excellent. Et c'est important pour moi qu'il y ait ces 4 dimensions dans une vente. Donc, voyons maintenant quoi et comment vendre des choses pour faire en sorte de venir booster votre situation financière. Et ça, c'est extrêmement important. La première chose, c'est qu'on va partir d'une règle, c'est que tout est négociable. Tout est négociable. Et on n'a souvent pas conscience, quand on est consommateur, qu'on a beaucoup plus de poids que ce qu'on croit face à un fournisseur de quelque chose. Et le premier jeu auquel j'ai envie de vous envoyer, c'est un jeu dans lequel vous allez renégocier tous vos contrats. Tous. Et aujourd'hui, merci le capitalisme quand même, on a quand même la plupart de nos secteurs, et quand je dis la plupart, c'est maintenant quasiment tous, qui sont soumis à la libre concurrence. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je dois souscrire à tout un tas de services et j'ai été à chaque fois bluffé de voir comment, dans un premier temps, les rares fois où je le faisais, je me retrouvais avec des propositions commerciales bien plus alléchantes que celles qui étaient inscrites sur le site internet et qui étaient normalement les conditions normales. Donc, on va faire un jeu et on va partir dans un jeu qui est un jeu de celui de combien vous allez réussir à économiser par semaine. Mmh. Et ce jeu, en fait, je vais vous donner 2-3 approches de négociation qui peuvent vous aider. Et vous allez comprendre qu'en fait, le secret d'une négociation tient souvent dans un seul point.
Et ça, c'est à appliquer avec n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est que vous prenez tous les services auxquels vous avez souscrit. Quand je dis tous, c'est même votre box, c'est même votre abonnement satellite, c'est tout, votre forfait téléphonique, tout, tout, tout. Les Et assurances vous allez aussi. voir que… De quoi ? Les assurances aussi, ça marche bien. Assurance, loyer, n'importe quoi. Vous reprenez tout ce que vous payez de façon récurrente. Donc, vous prenez votre relevé de compte et tout ce que vous payez de façon récurrente, vous allez vous amuser à négocier. Je ne dis pas que vous allez gagner à chaque fois, mais je dis que vous allez gagner bien plus souvent que ce que vous ne croyez. Et le jeu, c'est de faire en sorte que chaque semaine, vous vous en traitez au moins un. Et chaque semaine, il faut ramener la plus grosse pêche possible, la plus grosse prise possible, et vous allez voir que c'est assez bluffant. L'idée, elle est toujours la même. L'idée, elle est de mettre les gens dans un endroit où ils n'ont pas de réponse. Et vous allez voir qu'il y a un endroit dans lequel on n'a pas de réponse, et je vais m'amuser avec tous les vendeurs de prestations de services ici, donc tous les thérapeutes, les coachs qui nous regardent. Lorsqu'on m'annonce un tarif, la première question que je pose, c'est « Ok, pourquoi ce tarif ?» Et quand on me répond pour le marché, parce que c'est le prix du marché, ma réponse, c'est toujours la même, c'est « Bah ouais, mais ce n'est pas une justification pour moi, je m'en fous. Moi, je suis prêt à payer 5 fois le prix du marché si tu as une bonne raison. » Je veux dire, demain, je prends un hypno. Moi, il me dit « Je fais 90 de l'heure. » Ma première question, c'est « Pourquoi 90 ?» Et donc, si la personne me dit « Parce que c'est le prix du marché », j'ai envie de dire « Ouais, mais moi, je ne veux pas un mec du marché, moi, je veux un mec extraordinaire. » Donc, je suis prêt à te payer 6 fois plus, 10 fois plus. Mais explique-moi pourquoi je devrais te payer 10 fois plus. Donc, à partir du moment où vous posez une question comme ça à n'importe quel fournisseur de service, vous allez voir qu'il va bugger. Donc, la question, elle ne se formule pas toujours de cette façon-là. Bien sûr, quand j'envoie un truc à SFR, je leur dis « Est-ce que vous pouvez me justifier vos tarifs ?» Ils vont me renvoyer en disant « Vas-y, barre-toi. » Par contre, si je leur dis « Bonjour, monsieur SFR. Aujourd'hui, je me rends compte que je paye 39,99 € par mois. Or, j'ai pu constater que certains de vos concurrents proposent des forfaits comme 19,90 € par mois pour la même chose. En tout cas, j'en ai l'impression. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui pourrait faire que je ne passe pas aujourd'hui chez votre concurrent? Merci beaucoup. Cordialement, gros bisous, Bertrand. » Et vous allez voir. Tu le mets dans une démarche où il doit justifier. Exactement. Et comme la plupart du temps, la réponse c'est oui, mais on a plus de frais, on a machin, la réponse derrière. Alors, il faut comprendre qu'une négociation ne se passe jamais en une fois, que vous n'aurez jamais la première fois ce que vous allez faire. La seconde règle en négociation, c'est que il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre et de dire je propose quelque chose. Si je ne l'ai pas, est-ce que je change d'opérateur ou est-ce que je reste avec mon opérateur et je me suis juste satisfait de sa réponse, etc., etc. Mais très souvent, en face, ça va faire bugger. Et donc, derrière, il faut déjà, la première chose, c'est demander. Ensuite, il faut être prêt à perdre. Et ensuite, il faut donc renvoyer la charge de justifier à l'autre en disant, voilà, moi, je remarque que, pareil, je paye ma carte bancaire. Ah, excusez-moi. Hop, je vais couper ça. C'est SFR qui te rappelle. C'est absolument ça. Ils ont entendu ce que j'étais en train de faire. Hop là. Donc, l'idée, c'est que, première chose, comme je disais, négocier, tout est négociable et demander à l'autre d'expliquer pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on devrait payer ce prix-là. Et tout est négociable. Si le prix n'est pas négociable, vous allez voir que parfois, c'est l'inverse. Ils vont augmenter votre prestation sans vous toucher au prix. Mais vous allez voir que ce truc-là, dans 90% des cas, 9 cas sur 10, on en retire quelque chose. Cool. Et il y a un truc qui marche très bien, je vous donne un petit bonus stratégique, c'est que il est intéressant toujours de dire aux autres que lorsqu'on n'est pas satisfait de quelque chose, aujourd'hui, on sous-estime la puissance des réseaux sociaux et la crainte des réseaux sociaux par les grandes marques. Et derrière, par exemple, une menace du style j'ai envoyé un premier mail, je n'ai pas de réponse. Si j'en envoie un deuxième en disant sans réponse de votre part d'ici une semaine, je me permettrai de faire des recherches ouvertes sur les réseaux sociaux et de demander aux gens quels sont les meilleurs forfaits selon eux, etc. Vous n'imaginez pas l'impact que ça a. Aujourd'hui, les grosses boîtes craignent les réseaux sociaux énormément. Et quand je parle de grosses boîtes, je parle de boîtes comme Air France, je parle de boîtes comme SFR ou Orange, enfin vraiment. Il vous suffit de regarder dans les pages Facebook de grosses boîtes à quel point ils se justifient en permanence des critiques et vous comprendrez que vraiment pour eux, ce n'est pas anodin.
Donc, première chose, tout renégocier. Et vous allez voir que déjà, rien que ça va vous changer la vie. Ok, ça c'était la première stratégie. Tout à fait. La seconde, je vais l'appliquer à tout ce qui est plutôt monde étudiant. Donc, les étudiants, en gros, les études, c'est génial, il n'y a pas de problème, ça apprend une façon de fonctionner, ça structure la pensée, c'est super. Par contre, le problème, c'est que ça forme des moutons. Les études sont faites pour former des gens dociles qui obéissent à des règles. Enfin, je vais quand même vous rappeler un truc, c'est que on doit lever la main pour demander à aller aux toilettes. Et ça, on nous l'enseigne depuis petit, depuis le CP, voire même avant. D'accord? Donc, imaginez, pour faire nos besoins primaires, on est obligé de demander l'autorisation. Je vous laisse imaginer dans quel état d'esprit ça nous met. D'accord? Juste comme ça, pensez. Donc, je vais juste vous proposer, étudiants, de sortir 2 secondes la tête de l'eau pour vous dire, OK, en fait, vous avez le monde entier qui est ouvert. Le monde entier qui est ouvert. Vous allez à certains moments préparer des entretiens d'embauche. Vous allez chercher des entreprises. Rappelez-vous de la même règle. Tout est négociable, absolument tout, à partir du moment où vous êtes capable de faire quelque chose qui va simplement vous mettre en position d'autorité. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? J'ai été très souvent en situation de recruteur. Et je le suis encore aujourd'hui pour l'un de mes clients. Je peux vous dire un truc, c'est qu'un bon élément, c'est rarissime. C'est rarissime. Si vous êtes un bon élément, je peux vous garantir que vous avez la porte ouverte à négocier absolument n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un bon élément? C'est quelqu'un qui vous démontre qu'il a parfaitement compris le boulot dans lequel il va s'insérer et qu'il peut montrer qu'à partir du moment où il a parfaitement compris le boulot dans lequel il s'insère, quelle va être sa plus-value. Donc, ça vous demande de faire quoi? Ça vous demande tout simplement, lorsque vous allez postuler à quelque chose, alors que vous postuliez en masse, et ok, très bien, je peux comprendre. Aujourd'hui, le jeu fait qu'avec les recruteurs dégagent en masse autant que vous postulez en masse. Par contre, quand vous êtes pris à un entretien, quand vous êtes pris à un stage, quand vous êtes pris à quelque chose, vous allez faire un truc qui est important. Vous allez chercher quel est le plus gros défaut d'une boîte. Avant de vous présenter un entretien, vous allez chercher quel est leur plus gros défaut. Vous allez chercher quelle solution potentiellement apporter à ce gros défaut. Alors, quand je parle du gros défaut, évidemment, c'est encore mieux quand c'est lié au job que vous allez avoir. À partir du moment où vous avez ça, évidemment, le but, ce n'est pas d'arriver à l'entretien et de dire « Alors, j'ai le plus gros défaut que vous avez, je vais faire ça ». Pas du tout. Mais à partir du moment où vous avez ça en tête, vous allez pouvoir tout simplement évoquer dans le job qu'on va vous proposer. Quand on va vous dire, d'après vous, qu'est-ce qui est crucial dans ce job? Ou d'après vous, qu'est-ce qui est important? Ou quand on vous demande vos 3 qualités, eh bien, à partir de là, c'est de mettre en corrélation, ces fameuses qualités avec ce qui vous semble primordial dans le job. Et ce qui vous semble primordial dans le job, c'est lié aux défauts que vous avez mis en lumière. Et donc là, pour vous donner 2 exemples très concrets que j'ai pu avoir, où à chaque fois, j'ai été poser des choses qui étaient extrêmement importantes et qui font que j'ai pu avoir les entretiens haut la main, alors que pour le coup, j'étais pas forcément le mieux qualifié ou quoi que ce soit. Le premier, c'est dans une très grosse boîte de cosmétiques dans laquelle en fait je suis arrivé et je leur ai réexpliqué le même job, mais vu d'une autre approche. Et concrètement, ils ont trouvé ça juste énormissime. Ce job, c'était tout simplement de suivre des tableaux de reporting pour aider les expatriés à avoir des meilleures prestations et que ça coûte moins cher à la boîte. Pour moi, le plus gros défaut de cette approche-là, c'était le fait qu'on oubliait qu'en face, c'était des humains. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on pensait qu'il y a des chiffres sur un tableau, en oubliant qu'il y avait des répercussions humaines derrière. Et quand je suis arrivé et qu'ils m'ont dit, c'est quoi pour vous le truc le plus important? Tout le monde, 99% des candidats auraient répondu, il faut être méthodique, il faut aimer les chiffres, il faut être pointilleux, minutieux. Moi, je n'ai pas du tout dit ça. Et j'ai même fait un petit jeu de langage que je vous invite à dire, c'est j'aurais pu vous répondre que c'est d'être minutieux. Mais pour moi, ce n'est pas comprendre le job. Si on comprend le job, on sait qu'en face de ces chiffres, il y a des vrais humains. Et que chaque changement qu'on va faire dans le tableau a des répercussions sur des vraies vies. Je pense que notre métier à nous, c'est d'être en permanence conscient qu'il y a des vraies vies derrière. Je peux vous dire que le fait d'avoir abordé les choses comme ça, dans la seconde où j'ai dit ça, j'avais le job. Le reste de l'entretien n'a été qu'une balade de santé. Autre boîte dans laquelle j'étais engagé pour être potentiellement formateur. Formateur dans lequel j'allais former à un logiciel. Et là, c'est pareil.
ce qui pour moi était important, ce qui était le plus gros défaut de cette boîte-là, c'est que les formateurs n'étaient pas payés sur les ventes, les commissions. Il n'y avait pas de commission pour le formateur en tant que vente. Et pour moi, c'était un énorme problème parce que dans le circuit commercial, le formateur, c'était la seule personne humaine, Et oui. la seule personne humaine que le client allait jamais voir parce que tout le reste se faisait au téléphone ou sur Internet. Et donc, quand je suis arrivé dans la boîte, on m'a dit pour vous, qu'est-ce qui est crucial, fondamental dans le truc? Et j'ai dit, pour moi, ce qui est crucial, c'est que le formateur, c'est l'ambassadeur, l'ambassadeur, le meilleur que vous aurez de la boîte. C'est la seule figure humaine que verront jamais vos clients. Donc, toute la fidélisation, toutes les commandes supérieures, les upsells, les machins, ce sera fait par le commercial, par le formateur, pardon, qui est aussi le commercial. Et Et à oui. partir de là, c'était fini. J'avais mon entretien. Donc, toujours aller regarder le job, le truc que vous cherchez, comme personne ne l'a vu. Si vous savez faire ça, alors après, vous avez tous les pouvoirs de négociation. Et je vais vous en donner un qui s'est passé pour vous dire jusqu'à où on peut négocier. Je réponds pour une annonce de stage payé 400 balles par mois. C'était un stage. Sauf que moi, à l'époque, j'étais déjà installé, j'avais mon appartement, j'avais tout ce qu'il fallait, etc. Donc, je ne pouvais pas me permettre d'avoir que 400 balles par mois, c'était impossible. Sauf que je finissais des études, donc j'avais aussi besoin d'avoir cette mission-là pour valider mon diplôme. J'ai fini mes études très tard. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à l'entretien, tout de suite, c'était un entretien pour un job bien précis. Je suis arrivé, j'ai posé le truc tout de suite sur la table. J'aurais dit, voilà, on va faire un truc qui est très simple. Vous n'avez pas de temps à perdre, je n'en ai pas non plus. Donc, si aujourd'hui, la seule chose pour laquelle je suis venu, c'est pour pouvoir avoir 450 balles par mois, ça ne va pas être possible. Moi, je ne suis pas étudiant, je suis ci, je suis ça. Bref, je leur pose le truc. Je vois la nana sourire et me dire, OK, pas de souci, faisons l'entretien jusqu'au bout. Ce qui veut dire que juste dans la démarche d'être déjà différent dans mon approche et d'oser poser ça, j'avais déjà quasiment gagné l'entretien. Et effectivement, à la fin, elle m'a proposé une structure de rémunération qui me permettait d'être à la fois stagiaire et à la fois de gagner beaucoup plus. J'en reviens à ça. Tout est négociable. Donc, osez poser les choses, osez identifier ce dont vous avez besoin et surtout, rappelez-vous que si vous savez montrer que vous êtes différent, et différent, ça peut être juste par votre posture, comme je l'ai fait dans le dernier entretien, ou parce que vous avez compris d'un job, vous avez tous les leviers de négociation possibles. Génial. C'était la deuxième. Super, super astuce, enfin super stratégie. On est au-delà de l'astuce. Super stratégie. Donc, alors la troisième. La troisième, c'est un peu le corollaire de ce que je disais tout à l'heure sur les négociations, par rapport aux prestataires. C'est tous ceux qui vont être fournisseurs de prestations, comme je disais, les coachs, les thérapeutes, les machins. Justifiez votre tarif. Trouvez un moyen tangible, factuel de justifier vos tarifs et vous allez pouvoir les doubler, les tripler, les quadrupler. Expliquez juste pourquoi vous faites 490 € de l'heure là où les autres font 100. Si vous avez un pourquoi en négociation, c'est largement suffisant. Il y a une expérience sociale qui a été menée face à une photocopieuse dans laquelle, en gros, on propose à des gens il y a une ligne de personnes qui attendent pour faire des photocopies. Et là, on fait intervenir une tierce personne qui est complice de l'opération, dans laquelle, en fait, on lui demande juste de couper la ligne. On lui demande, en fait, de passer devant tout le monde. Sauf qu'on lui demande de faire ça avec 3 formes différentes. Dans la première forme, la personne arrive simplement et va dire bonjour, voilà, je voudrais faire est-ce que je peux passer devant vous? Je voudrais faire des photocopies, en gros, mais voilà, est-ce que je peux passer devant vous? Et donc, le but, c'est qu'elle coupe la ligne. Et là, on a à peu près une trentaine de pourcentage de personnes qui laissent passer. Dans la deuxième, la personne va arriver en disant bonjour, est-ce que je peux passer devant vous? J'ai une urgence. Et là, elle explique pourquoi est-ce qu'elle a une urgence. Elle doit faire une photocopie. Et là, on se dit ok, comment vont réagir les gens? Et là, les gens à 90%, même plus que ça, je crois que c'est 93% des gens laissent passer la personne. Alors là, on peut se demander pourquoi les gens laissent passer? Est-ce que c'est parce qu'il y a une urgence? Est-ce que c'est parce que la personne elle a une bonne raison, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un troisième cas dans lequel on dit la personne va simplement passer la ligne en disant bonjour, est-ce que je peux passer devant vous parce que je dois faire des photocopies? Et on voit ce qui se passe. Et là, on n'est plus à 93%. Si je me souviens bien, on est autour de 91 ou 90%. Mais les gens laissent passer à nouveau. Pourquoi? Parce que l'hypothèse qu'on pose en psychosocial, c'est simplement parce qu'il y a un parce que. Un pourquoi, oui. On répond à la question, mais pourquoi je devrais le faire? Parce que. Et juste le fait d'entendre parce que je dois faire des photocopies,
eh bien, ça génère le fait que les gens disent « Ok, très bien, passe ». Mais Donc, alors, à nouveau, ouais. mais comme personne ne demande jamais pourquoi tu fais ce tarif-là, il n'y a que les gens qui auront vu cette vidéo qui ont demandé pourquoi je facture Oui, sauf qu'à un mon moment heure. donné, les gens ne le demandent pas, mais en fait, ce que ça crée chez celui qui le propose, c'est que ça crée une incertitude, voire même un inconfort au moment où on propose ces tarifs. Et ensuite, ça crée le fait qu'en fait, on propose des tarifs qui sont juste des tarifs absolument pas suffisants pour vivre correctement, ce qui fait qu'on charbonne. Moi, ce que je vais challenger les gens à dire, ben, crée-toi une justification, ce qui fait que si demain quelqu'un te dit, mais pourquoi vous êtes aussi cher, ben, tu vas pouvoir répondre. Voilà, excellent. Et c'est pas un problème. Et après, ce qui veut dire simplement, c'est que la personne qui te posera ça, et encore une fois, tu verras que là, tu vas créer une relation intelligente avec ton client potentiel, puisqu'à un moment donné, ton client, il va tout simplement savoir de façon avisée si tu corresponds ou non à lui. Parce que la justification que tu vas lui donner va lui permettre de se dire ah, je comprends. Non, ben moi, c'est pas ce que je cherche en ce moment. Ou bien, c'est exactement ça que je cherche en ce moment. Et j'ai un gars qui m'a dit un jour un truc important pendant que j'interviewais. Il m'a dit on est toujours beaucoup plus enclin à payer cher un spécialiste qu'un généraliste. C'est clair. Si tu expliques le pourquoi, tu vas te poser en spécialiste en disant bah moi, pourquoi? Parce que je suis ultra spécialisé dans les sportifs de haut niveau, que j'en ai accompagné des centaines et des centaines, et qu'aujourd'hui, mon expertise, elle est telle que concrètement, je peux te garantir ça et ça. À partir du moment où moi, ça me concerne, je me dis ouais, c'est plus cher, mais le mec sait de quoi il parle. C'est ça Donc, que je veux. Je veux pas aller chez Lidl, quoi. exactement. Ou alors, je vais aller chez Lidl, ce qui me va très Ah bien. oui. Et je ne sais pas trop, moi, la thérapie, je débute. Franchement, je veux voir, je veux mouiller un peu, je vois. Mais encore une fois, moi, je peux faire un achat avisé. Mm. Parce qu'en face de moi, j'ai un vendeur qui est avisé aussi. Donc, c'est mon troisième conseil, justifiez vos tarifications. Ok. Ne serait-ce qu'en interne pour soi-même. Pardon? Je disais, ne serait-ce qu'en interne pour soi-même. Déjà, ne serait-ce que pour se sentir aligné avec ses propres tarifs. Et la pire des justifications, c'est le prix du marché. Celui qui me dit ça, je viens chez lui directement et je lui mets une petite giflette. Ce n'est pas possible de me répondre ça. Impossible. Attention, pas de Interdit. violence. Une Pas de violence giflette avec mignonne. mes petites merveilles. Non, non, mais une giflette mignonne. Une giflette mignonne. Ah bon, bah alors Non, ça va. non, ce que je veux dire par là, c'est qu'un bisou fâché, comme ça, hop là. Voilà. Une Mais ce tapette. que je veux dire, une tapette, voilà, comme ça, hop là, une tapette sur la main. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas se cacher derrière ce pis-aller qui est le marché fait ça. Mais le Eh ben marché, oui, ça ne veut rien dire. ça veut rien dire. Et qui dit marché dit qu'il y en aura toujours en dessous et toujours au-dessus. Ok. Bon, quatrième outil, allez pour les salariés. Il y a un truc, c'est que souvent on oublie de négocier des choses dans les boîtes. En fait, il faut comprendre comment ça fonctionne une boîte. Une boîte, quand vous coûtez très cher en salaire, vous coûtez vraiment très cher en salaire. Par contre, vos frais coûtent beaucoup moins cher. Il faut savoir un truc, c'est que en fait, quand on négocie, il faut connaître la réalité de l'autre. Et il faut se rappeler d'un truc, c'est que on ne dit jamais non à tout. On dit non à une partie d'une demande. Donc, demander, c'est bien, mais il faut comprendre pourquoi l'autre va dire non. Et quand l'autre dit non, c'est qu'en général, il n'est pas contre toute l'idée. Mais il y a un point bloquant. Sauf que l'être humain est fait de telle façon que rechercher chez soi-même à quoi on dit non précisément, c'est un exercice mental qui est énergivore. Donc, on va préférer dire non sans justification. Si moi, j'arrive en comprenant à quoi quelqu'un peut dire non, ça me permet de faire la proposition qui va aller. Et j'avais un de mes coachs qui, il y a une dizaine d'années, m'avait rappelé un truc, c'est qu'un non est un oui à condition. En gros, les gens vont dire non plutôt que oui, mais à condition que ça. Donc, l'idée, c'est que quand je vais arriver et que je vais négocier quelque chose dans mon travail, il va être intéressant de comprendre la réalité donc, de la boîte. Une boîte, vous payez par exemple 2 000 € de salaire, ça lui coûte à peu près 3 700 €. À peu près le double. Partez du principe que ça lui coûte le double. Alors que vous payez 2 000 €, mais prendre en charge 1 000 € de frais, ça lui coûte moins cher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez pouvoir négocier ça, vous allez pouvoir faire en sorte que votre boîte, plutôt que de tenter d'augmenter votre salaire, ce qui en plus fait augmenter vos impôts, etc., vous allez pouvoir jouer dans la négociation sur le fait qu'elle prenne en charge des frais. Parce que ça, pour le coup, un frais, ça lui permet de diminuer ses impôts. Ça lui coûte moins cher. Donc, 1 000 € de frais, c'est beaucoup moins cher pour elle que 1 000 € de salaire à payer. Et en plus de ça, ça vient diminuer votre net imposable et donc vous payez moins d'impôts pour au final un restant à vivre qui est meilleur.
Donc, en gros, l'idée, c'est d'être capable d'envisager les choses globalement, mais surtout dans la réalité de l'autre, et de ne pas hésiter à le dire à l'autre. En disant, voilà, moi j'arrive avec une proposition qui est celle-là. Et au final, c'est ça aussi qui est important, c'est de ne pas se laisser aveugler dans une négociation par les sirènes. Une augmentation de 200 €, pour vous, c'est moins intéressant que la prise en charge de 300 € de frais. Et l'entreprise, c'est plus intéressant pour elle de prendre 300 € de frais que de vous filer 200 € de plus. Donc, l'idée, c'est d'être capable de faire de la contre-proposition intelligente, mais de la contre-proposition intelligente qui tienne en compte l'autre. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut sortir d'une dichotomie, nous les gentils, eux les méchants. Ou de croyances limitantes comme mon entreprise me veut du mal, veut m'exploiter, elle ne veut pas m'aider. C'est faux. Mais l'entreprise, elle est exactement comme toi. Elle est centrée sur elle. Yes. Et se rappeler d'un point particulier, d'un point énorme, c'est qu'une entreprise, ce n'est rien si ce n'est le conglomérat d'êtres humains. Que la personne en face de toi n'est pas l'entreprise, c'est un être humain comme toi. C'est-à-dire qu'un être humain, il a ce réflexe bizarre, quand tu lui poses une question, il doit répondre. Et c'est très bizarre. Personne n'est à l'aise avec le fait de ne pas répondre à une question posée ouvertement. Si donc quelqu'un vous dit non, si vous lui posez la question, est-ce que ce serait OK pour toi de m'expliquer le point bloquant dans ma proposition, vous allez voir qu'en fait, les gens vous répondent. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le B2B n'existe pas, et c'est toujours du P2P. People to Absolument, people. du personne à personne. Complètement. OK, excellent. Donc, bien connaître le référentiel de l'autre pour être capable de naviguer avec ça et toujours demander à quoi exactement l'autre dit non. Parce que, en fait, on a été éduqué comme ça, à dire non, à dire oui, et pas à chercher du gagnant-gagnant. Et donc, c'est à toi qui regarde cette vidéo, qui a les outils, de se dire, bah, maintenant, je le sais, donc je vais être celui qui fait le pas supplémentaire et pas commencer à partir dans une montée émotionnelle irrépressible parce que l'autre m'a dit non. Parce qu'on est aussi très mal à l'aise avec le non. Eh oui. Donc, OK pour ça. Maintenant, passons à un cap supérieur. Voyons là où on peut continuer à avancer. Maintenant, je vais donner une autre stratégie pour, à mon sens, les entrepreneurs cette fois-ci. Les entrepreneurs, je vais vous donner un truc qu'on vous donne, et notamment, je pense aux thérapeutes, je pense aux coachs, à tous ces gens-là. S'il vous plaît, je sais qu'on vous le dit en permanence, mais spécialisez-vous dans quelque chose. Ayez un axe de spécialisation. Et votre axe de spécialisation, ce n'est pas l'outil que vous utilisez. Vous ne serez jamais le meilleur hypnotiseur du monde et je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous faites ça depuis pas assez longtemps. D'accord ? Il ne viendrait jamais à la tête d'un guitariste, même si c'est un guitariste professionnel qui a commencé à 30 ans, de croire qu'un jour il deviendra le meilleur guitariste du monde. D'accord ? Ou alors à y passer ses journées en entier à ne faire que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que votre axe de spécialisation, à moins que vous soyez reconnu demain comme le meilleur hypnotiseur du monde, par exemple, si je parle de l'hypnose parce que je connais bien, prenez un axe de spécialisation qui soit lié sur quoi ? Soit sur la cible, l'audience auprès de qui vous interagissez. Si vous êtes demain le meilleur hypnotiseur pour femmes de 40 ans et plus, vous allez voir que vous allez avoir une clientèle pléthorique et vous pourrez justifier comme ça vos tarifs. Soit une justification qui va être une justification géographique. Vous êtes le seul à un endroit à moins de 100 km de n'importe quel autre hypnotiseur. C'est une justification géographique. Une justification historique. Vous êtes le premier à avoir utilisé tel ou tel truc. Une justification, ensuite, alors tout ce qui est justification de diplôme, de machin, de truc, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Le manque de diplôme peut être un frein. Avoir un diplôme, celui que ça intéresse, c'est juste normal et celui que ça n'intéresse pas, il ne vous posera pas la question. Donc, on n'en a rien à cirer de vos diplômes. Donc, autre point de justification, des résultats particuliers. OK. Donc, des résultats particuliers, c'est que vous êtes capable de démontrer des résultats sur un point donné. Ensuite, vous allez aussi avoir une possibilité, c'est sur une problématique donnée. Et n'importe quelle problématique, enfin l'arrêt du tabac, aussi bien que l'aquaphobie, aussi bien que les troubles d'apprentissage, n'importe quoi. Ayez un axe sur lequel vous êtes le meilleur. Et comment on devient le meilleur ? On devient le meilleur simplement en étant en permanence autour de ce sujet. Donc,
Je sais que ça, c'est un truc qui est beaucoup dit, mais je ne peux que souligner à quel point, à partir du moment où l'hypnose est devenue populaire et qu'aujourd'hui, être hypnotiseur, ça fait plus comme avant. Vous disiez, je suis hypnotiseur il y a 40 ans, les gens disaient, oh, wow. Maintenant, vous dites, je suis hypnotiseur, les gens vont vous répondre, ah bah tiens, j'ai un pote aussi qui fait de l'hypnose. Ah, mais Et comme ma comme on en est là belle-mère. sur le marché, comme on en est là sur le marché, Ah oui. il faut être hypnotiseur n'est plus suffisamment singularisant pour que ce soit suffisant. D'accord? Vous dites par contre, je suis, j'en sais rien moi, je suis maître praticien en spirale dynamique. Pourquoi pas? C'est un truc qui est encore suffisamment marginal pour qu'on se pose la question. Mais et encore, ça ne va pas vous permettre aux gens de dire mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Moi, en quoi ça m'aide dans mon quotidien que tu fasses de la spirale dynamique? C'est le mythe de la modalité. En fait, tout le monde s'en fout de ta modalité. Est-ce que tu peux Exactement. régler mon problème? Exactement. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, moi, j'adore faire ce jeu-là quand je suis dans des congrès, que je donne des conférences face à des thérapeutes. Je prends toujours le même cas, je demande dans la salle, OK, ici, qui est capable de gérer les arrêts du tabac? J'ai toujours au moins les 2 tiers de la salle qui lèvent la main. Et là, je dis toujours la même chose. Je dis, mon pote Philippe cherche à arrêter de fumer. Je l'envoie à qui parmi vous? Évidemment, vous devez me justifier votre réponse. Et là, c'est impossible parce que la plupart des gens n'ont aucun axe de singularisation. Ils ne savent même pas pourquoi. Et à partir de là, je leur dis bon, bah, vous savez quoi, je l'enverrai à quelqu'un d'autre parce que là, comme ça, je peux pas. Si je peux pas me décider, en fait, je l'enverrai à personne. Et c'est exactement comme ça qu'on réagit chez nous. C'est-à-dire que face à un choix qu'on ne peut pas faire, si on n'est pas capable de faire un choix rapidement, en gros, on ne fait pas de choix. Le choix, c'est anxiogène chez l'être humain. Excellent. Et comme les gens n'ont en général pas de critères intrinsèques de choix, il faut leur proposer des critères extrinsèques, c'est-à-dire des critères qui viennent de vous, puisque eux n'ont en général pas de critères de choix tangibles et solides. Ok, super Bertrand. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il en reste un? Ouais, je crois que tu as même donné un en bonus en fait. Et ben voilà, super. Génial. Qu'est-ce que tu as d'autre à faire passer comme message, Bertrand? Ben rien, je pense que le truc, c'est que le marketing, comme je le disais, et les approches de marketing, quand on n'a rien à vendre, c'est souvent qu'on est en train de se vendre soi. Et se vendre, c'est un truc sans péjoratif du tout. C'est-à-dire, on peut vendre à ses enfants le fait de réviser ses devoirs, comme on peut leur vendre le fait d'aller se coucher tôt, comme on peut se vendre à un potentiel partenaire amoureux, etc., etc. Je pense qu'à un moment donné, on est constamment dans des interactions sociales et que la vente n'est finalement qu'une modalité d'interaction sociale comme une autre et qu'à partir du moment où on dédiabolise ça, on peut se dire que les outils qui aident à mieux vendre sont des outils qui aident à mieux vivre les relations humaines et que demain, si vous étiez capable de vendre à votre partenaire le fait de rester encore 20 ans ensemble en couple, si vous êtes bien, ça peut être génial. Comme si vous êtes capable, parce qu'à un moment donné, vous savez lui faire la surprise, le truc qui fait qu'elle va vous racheter pendant encore 10 ans émotionnellement, ça peut être canon. Mais à l'inverse, vendre un bon divorce, ça peut être intéressant aussi pour celui qui veut s'en aller, vendre une rupture. Et en gros, ces outils-là, en fait, qu'est-ce qui fait que le marketing, je m'appuie là-dessus, pas sur une autre science sociale? Il y a 2 raisons. La première, c'est que les boîtes investissent des milliards pour faire des recherches en marketing, là où des sommes bien moindres sont dépensées en recherche cognitive et psychologique. Parce que, entre guillemets, on a l'impression que ça n'intéresse pas grand monde, alors que les entreprises sont très intéressées pour développer des études en marketing, ce qui fait qu'on a des choses à la pointe de la pointe. Et ensuite, la seconde chose, c'est que le marketing, c'est les feedbacks, ce qu'on récupère de nos actions, c'est quasiment instantané et c'est factuel puisque ce sont des ventes. Donc, en gros, une bonne stratégie marketing, on va pouvoir la mesurer par des ventes, alors qu'une bonne stratégie de changement, c'est beaucoup plus subtil à mesurer. Et c'est pour ça que j'aime tirer mes approches du marketing, parce qu'en marketing, on peut se dire que si ça a créé des ventes, appliqué à un autre contexte, ça créera des choses très intéressantes aussi. Ok, super. Voilà. Merci Bertrand. Et où est-ce qu'on peut te retrouver alors? On peut me retrouver sur un site et notamment une newsletter qui s'appelle Marketing Mentalist. Donc, l'adresse, c'est https://, mais ça, c'est la base. Marketing-mentalist.com. Voilà, marketing-mentalist à l'américaine, hein, donc pas de à mentalist.com. Et là, c'est principalement dans la newsletter qu'on va se régaler pour ceux que ces outils intéressent. Ok, génial. Écoute, merci pour ton partage. Et puis, mais à toi qui as regardé cette vidéo, mets un pouce si tu as aimé, puis retrouve la. Alors,
c'est un peu plus orienté marketing, mais il y a quand même des choses vachement intéressantes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Bertrand. Donc, voilà. Donc, mais un pouce va voir ce qu'il fait. Je mettrai le lien de toute façon en dessous de la vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu es important. N'oublie pas que tu comptes et que je t'aime. Ciao. Bye. Merci Bertrand. Ciao. Avec grand plaisir, Philippe. Ciao.